Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Megouan. Lisa Dufaux. Et Valentin Floquet. Pour vous présenter On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors, nous avons préparé des sujets très différents, mais qui intéressent les Taïwanais cette semaine. Alors, de quoi vous allez parler ? Moi, je vais vous parler de poissons et d'une petite controverse suscitée par une communication un petit peu maladroite de la commune de Uli, dans le comté de Hualien. Alors ? Et moi, je vais parler de tracteur, d'un tracteur électrique qui est sorti par Litry récemment, au format un peu taïwanais, et donc qui pourrait apporter une solution chez les tracteurs électriques, parce que c'est pas encore un marché très florissant. Je vais vous en parler plus en détail. Waouh, tracteur électrique. Et en même temps, ça me surprend pas. Je sais pas, à Taïwan, moi, il y a... Pas qu'à Taïwan, hein, c'est Taïwan qui l'invente. C'est pour l'exportation. J'avoue que c'est un sujet auquel j'ai jamais pensé, en fait, un tracteur électrique. Effectivement, ça pourrait intéresser les Taïwanais. Et de mon côté, je vais vous parler d'un scandale qui implique plusieurs personnes du monde du divertissement, mais pas que. C'est des faux certificats médicaux pour que les gens évitent de faire les services militaires. Voilà. Oh. Alors, par quoi allons-nous commencer ? Eh bien, allez, je me lance. Alors, c'est une affaire qui remonte à quelques jours seulement, à dimanche. Le bureau de la commune de Uli, qui se trouve dans le comté de Hualien, sur la côte est de Taïwan, a publié dimanche dernier un article sur les réseaux sociaux en annonçant fièrement avoir introduit 150 poissons dans un parc de la commune, dans le cadre d'une campagne visant à améliorer la biodiversité locale. Waouh. Comme c'est beau. Alors, sauf que ces 150 poissons en question appartiennent à deux espèces en particulier. Il s'agit tout d'abord des carpes koi, qui sont aussi connus sous le nom de carpes japonaises ou carpes d'ornement en français. Ce sont des très beaux poissons qui sont originaires du Japon, mais que l'on trouve aussi en Chine, en Corée du Sud depuis longtemps, et qui sont très appréciés pour leurs couleurs vives, avec différentes variétés qui sont plus ou moins recherchées. On les voit souvent dans les étangs privés, par exemple. Oui, dans des étangs privés, ou alors dans des temples, dans des petits bassins, même dans des hôtels. Voilà. Effectivement. Dans des lobbies d'hôtels. Et la deuxième espèce, c'est le tilapia du Nil, un poisson d'eau douce qui est originaire des différents bassins d'Afrique, mais qui a été introduit sur tous les continents du monde, et notamment en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est pour l'aquaculture. Et à Taïwan, c'est la variété rouge de cette espèce qui est particulièrement élevée pour sa chair, parce qu'elle est plus blanche que les autres variétés, et apparemment, les consommateurs préfèrent la chair qui est plus blanche. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais voilà, l'article de la commune, qui a été publié par la commune, a suscité beaucoup de critiques et a ensuite été supprimé et remplacé par un autre article où la décision d'introduire les poissons était plutôt décrite, cette fois comme une initiative visant à rendre le site en question plus attractif pour les visiteurs. Parce qu'en fait, l'annonce liée à la biodiversité locale, c'est bien beau, mais ces deux espèces ne sont pas des espèces endémiques de Taïwan, donc ça n'a pas vraiment de lien avec la biodiversité locale. C'est sûr. Donc cette nouvelle explication était un petit peu plus terre-à-terre, mais sans doute plus honnête de la part de la commune. Et l'article a quand même fait réagir avec quelques 300 commentaires, dont la plupart négatifs, qui questionnent justement la motivation derrière cette décision et l'hypocrisie du gouvernement local en lien avec ce premier article qui parlait de booster la biodiversité. Effectivement, on a du mal à comprendre pourquoi il faut qu'une commune fasse ce geste, en fait. Parce que si on va acheter des poissons, quand on achète des poissons, c'est pas la peine de faire une publicité dessus, en fait. Alors, un commentaire a pointé du doigt le non-sens qui existe derrière le fait d'affirmer qu'introduire des poissons qui ne sont pas des espèces endémiques pourrait renforcer la biodiversité. D'autres commentaires attirent l'attention sur le fait que la commune aurait dû plutôt consulter des experts en écologie pour éviter de prendre des décisions qui peuvent impacter l'écosystème local, peut-être même mettre des espèces locales qui sont natives de Taïwan. Et l'agence de presse taïwanaise CNA a interviewé le chef de la commune de Uli, un certain Kong Wenchong, qui s'est défendu en affirmant que les deux espèces en question provenaient de l'Institut d'élevage d'aquaculture de Hualien et étaient des variétés génétiquement améliorées qui n'auraient pas d'impact sur l'environnement. Ah bon ? Alors, par exemple, la carpe koi
mangerait une certaine espèce d'escargot appelée Pomacea canaliculata, ou les escargots pommes. C'est celui qui attaque tous les rizières de Taïwan, en fait. Voilà, donc c'est une espèce envahissante, connue pour abîmer les cultures. Et le tilapia rouge du Nil est une espèce qui est largement utilisée dans l'aquaculture, y compris à Taïwan. Et on la retrouve ainsi dans les bassins, dans les rivières, un petit peu partout à Taïwan. C'est déjà partout, en fait. C'est pour ça c'est assez étonnant de le réintroduire dans un endroit... dans l'objectif de développer davantage de biodiversité, quoi. Alors, le chef de la commune a précisé que ces tilapias rouges du Nil avaient été déjà introduits en 2018, mais que les poissons avaient été pêchés par les visiteurs, suite à quoi la pêche a été interdite sur le site, dans les temps en question. Ensuite, CNA a aussi interviewé un professeur au département des études environnementales et d'océanographie de l'Université nationale d'Honghua, un certain Huang Wenbing, qui a une perspective différente et qui explique que d'un point de vue purement écologique, c'est en effet un non-sens d'introduire dans la nature des espèces qui ne sont pas endémiques, d'autant plus que dans ce cas particulier, les poissons pourraient s'échapper de l'endroit où ils ont été placés en cas de forte pluie ou d'inondation et ensuite affecter d'autres écosystèmes. Ça, c'est sur le principe, mais après, comme tu dis, ils sont aussi présents un petit peu dans la nature. Ouais. Peut-être pas pour les carpes, mais pour les tilapias. Les tilapias, oui. Et le professeur a quand même précisé que comme ces poissons avaient des couleurs particulièrement vives, ils étaient des proies faciles pour les prédateurs et qu'ils auraient sans doute du mal à survivre dans la nature. Donc il y avait peu de risques qui menacent les espèces locales. Mais bon, ça fait quand même un petit risque. Oui. Parce qu'ils sont plus visibles. Donc voilà. Oui. Et pourtant, on voit les capes un peu partout, en fait. Mais pas vraiment dans les rivières ou dans les étangs comme ça. Oui, en principe, c'est vraiment dans des endroits qui sont gérés par une entreprise ou... Ça dépend, en fait. Dans des parcs ou des bassins à ciel ouvert où toutes les espèces peuvent passer, quoi. Mais bon. Alors finalement, ce qu'on peut retenir, je pense, de cette décision de la commune de Uli, que en effet, c'est sans doute pas une bonne décision d'un point de vue écologique, mais il y a aussi peu de risques que ça vienne bousculer finalement l'équilibre de l'écosystème local. Mais en fait, c'est plutôt la communication qui a été faite autour de cette décision, la volonté de la commune de vouloir se donner une bonne image en enrobant cette annonce d'une prétendue ambition de contribuer à renforcer l'écosystème local qui a provoqué la colère des citoyens. Oui. Au final, je pense que la commune aurait mieux fait de garder profil bas et d'expliquer la vraie raison derrière cette initiative, qui est juste d'attirer les visiteurs, en fait, booster le tourisme, sans chercher nécessairement à invoquer une raison plus noble, alors qu'il s'agit en réalité juste d'une raison simple. Voilà. Oui. Donc c'est peut-être une bonne leçon pour la commune de Uli et pour les pouvoirs publics locaux, parce que les habitants, en fait, quand il s'agit de leur commune ou de leur ville, ils aspirent peut-être à plus de transparence, peut-être un petit peu plus d'honnêteté et d'humilité dans la communication pour les décisions qui les concernent, en fait. Ouais. Donc j'ai trouvé que cette affaire était intéressante. Effectivement, Uli est déjà suffisamment touristique, en fait, pour le sud-est. Oui, c'est un endroit vraiment magnifique, donc les gens, de toute manière, ils vont y aller, et avec la gastronomie, avec ses spécialités. Du coup, je pense que avec au sens là, Uli arrive à attirer des touristes. Ouais, honnêtement, c'est un de mes endroits préférés à Taïwan. C'est super beau, il y a de la montagne, des rizières, Et c'est calme. Ouais. Voilà. C'est top. Si vous cherchez un endroit pour passer le week-end... Effectivement, parce que ça se situe entre les deux chaînes de montagne, en fait. La chaîne de montagne centrale et la chaîne de montagne côtière. Du coup, c'est dans une vallée, en fait. Et c'est extrêmement beau, la région. Voilà, donc avec cette histoire de carpe et de tilapia, que les Taïwanais en consomment tout le temps. Alors maintenant, je vais vous parler des services militaires. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous savez qu'en France, avant... est-ce qu'il y avait des conditions nécessaires pour qu'une personne n'effectue pas son service militaire ? Alors c'était assez flexible. Au final, il y avait des services militaires après avec plus de l'administratif ou des choses comme ça. Oui. Vu qu'il y avait vraiment des postes assez variés où on pouvait participer en tant que militaire. Donc il y avait des exemptions administratives entre guillemets où des gens qui n'avaient pas de capacité physique pouvaient aller à des postes un peu plus bureaucratiques. Mais il y avait aussi des exemptions totales. Et là, par contre, c'est souvent pour des inaptitudes physiques ou alors des raisons familiales. Mais même dans ce cas-là, c'est pas forcément le cas parce qu'il y avait toujours la possibilité de faire de l'administratif à la place de faire un service physique. Mais j'imagine que si la personne, par exemple, a des enfants en bas âge, ce genre de choses, il peut y avoir une exemption en fait.
D'accord. Enfin, j'essaie de penser à toutes les raisons. À Taïwan, c'est beaucoup plus complexe que cela. En fait, déjà, il faut expliquer qu'avant, le service militaire, c'était quasiment 2 ans à Taïwan, avant que ce soit réduit. Et du coup, généralement, ça concerne que les hommes, en fait. Et pour les hommes qui sont en pleine carrière professionnelle, qui débutent, ils essayent des fois d'éviter de devoir effectuer le service militaire. Et ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a plusieurs acteurs et aussi des gens du divertissement taïwanais et aussi, qui évoluent aussi en Chine, qui ont été interrogés par la justice pour ne pas avoir effectué le service militaire. Et le dossier a commencé en février dernier lorsqu'un acteur suffisamment connu, qui s'appelle Darren Wang, qui a été arrêté, en fait, enquêté par les procureurs pour ne pas avoir effectué son service militaire. Le problème, c'est on a découvert à travers ce cas qu'il s'agit tout un réseau de trafic de documents médicaux pour que les gens puissent ne pas effectuer de service militaire. Donc ça devient plus important dans le sens où il y a des établissements médicaux qui sont impliqués. Il y a des réseaux trafiquants, il y a la falsification de documents, en fait. Et du coup, cette semaine, c'est toute une autre série d'interrogations, de perquisitions qui ont eu lieu. Et il y avait eu 9 personnes qui ont été interrogées puis libérées sous caution. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, le ministère de l'Intérieur est intervenu pour dire qu'ils avaient déjà remarqué qu'il y avait des réseaux qui géraient ce genre de situation et qu'il y avait plus de 100 personnes qui sont impliquées dans ce genre de dossier, dont 11 personnes du monde du divertissement. Et donc là, les enquêtes sont encore en cours et ils pensent remonter jusqu'à des falsifications qui remontent il y a 5 ans. Donc ça, c'est la durée prédéfinie. À Taïwan, il y a donc tous les hommes doivent faire le service militaire, mais il y a des conditions pour que les gens n'effectuent pas le service militaire. C'est notamment la plupart du temps pour des personnes qui sont dans le divertissement ou dans le monde artiste. Le prétexte ou les conditions utilisées le plus couramment, c'est en faisant des études. Donc, ces personnes peuvent prolonger les études jusqu'à le plus possible, en fait, de manière indéfinie, en fait, tant qu'ils sont inscrits dans une fac. D'accord, jusqu'à ce qu'on dépasse l'âge du service militaire, alors voilà, j'imagine. 36 ans. Et du coup, tant qu'on est inscrit dans un établissement scolaire, on peut être exempté. Oh, mais du coup, ça, c'est légal. Ça, c'est légal. Oui, mais sauf si la plupart du temps, ces personnes ne vont pas vraiment en cours. Mais bon, ça reste légal. Une deuxième raison possible, c'est familial. C'est-à-dire si on est la seule personne qui pourvoit le besoin financier de sa famille. Et en plus de ceci, ou alors si ses parents ou ses grands-parents, donc de lignée de sang direct, souffrent des maladies très graves, ou alors nécessite un accompagnement, j'imagine. Voilà, ou des problèmes ou handicapés, en fait. Dans ce cas-là, on peut demander à repousser aussi le service militaire. Mais c'est quelque chose d'assez complexe dans le sens où il faut fournir les certificats médicaux. Il faut que le bureau des affaires sociales vienne inspecter la famille pour être sûr que cette personne peut vraiment être exempte de manière temporaire du service militaire. Ou alors, il y a des personnes qui vivent à l'étranger. Dans ce cas-là, si ces personnes ne vivent pas plus de 183 jours à Taïwan par an, ils sont considérés comme vivant à l'étranger. Donc, ils ne sont pas appelés pour l'instant à faire du service militaire. Et bien sûr, par la suite, il y a de manière de être exempté entièrement du service militaire, c'est-à-dire c'est plus un report, mais exemption. C'est pour les conditions physiques. Il y a les handicaps, je crois. Les handicaps, donc les handicaps physiques, ou alors des fois on peut être trop gros ou trop mince. Si on est pour les trop gros, apparemment maintenant c'est jugé selon les indices de masse corporelle. Si on dépasse les 35, on est considéré comme trop important au niveau du poids. Et si c'est inférieur à 15,
on est considéré comme trop mince en fait. Donc les deux extrêmes peuvent être exemptés de service militaire. Mais à côté de cela, il y a aussi des problèmes médicaux en fait, comme l'asthme, comme le problème cardiaque, le cancer. Même les yeux, je crois, non ? La vue qui est gravement endommagée en fait. Ou alors psychologiquement comme la dépression ou autre. Ça peut aussi être considéré comme une maladie grave pour ne pas effectuer de service militaire. Voilà. Donc, ce qui s'est passé récemment, c'est que apparemment, on a découvert que ces personnes du monde du divertissement passent par un réseau qui leur fait prendre des médicaments pour baisser la tension. Et donc, ils auront un problème lors de l'examen de santé, ils auront un problème de tension tellement faibles qui doivent être suivis médicalement. Apparemment, on peut porter une sorte d'appareil pendant plusieurs jours pour suivre les conditions physiques de chacun. Et dans ce cas-là, le réseau recrute des personnes qui souffrent réellement de cette maladie pour porter ces appareils à la place de la personne impliquée. Ah oui, c'est élaboré quand même. C'est élaboré. Le pire, c'est que pour être exempté, il faut 2 certificats médicaux. Donc, il faut plusieurs... 2 médecins qui soient il faut dans le coup. De différents hôpitaux en plus. Du coup, il y a des médecins publics qui sont impliqués. Par exemple, à Taïwan, il y a notamment l'hôpital général des vétérans, ou alors à l'hôpital de la NTU, donc l'Université nationale de Taïwan, ou alors à l'hôpital des 3 armées. Donc, apparemment, pour l'instant, tous les cas de faux certificats médicaux ont été délivrés par ces différents hôpitaux que je viens de citer. Du coup, l'enquête est aussi en cours visant ces établissements médicaux pour savoir si vraiment il y a des médecins qui coopèrent avec ces personnes, ce qui ne serait pas vraiment étonnant parce qu'on sait déjà qu'il y a des médecins qui coopèrent avec les agences intermédiaires des travailleurs migrants pour fournir des faux certificats médicaux pour que les Taïwanais puissent recruter des travailleurs migrants à domicile, par exemple. D'accord. Voilà. Je sais qu'en Corée du Sud, il y a un vrai débat de société autour de l'exemption du service militaire pour les personnes dans le milieu du divertissement. Parce qu'il y a la culture de la K-pop, il y a énormément de jeunes qui font carrière. En fait, le moment entre 14 et, on va dire, 25 ans, c'est la période la plus importante de leur carrière. Donc, s'ils doivent faire leur service militaire à 19 ans, c'est vraiment... Donc, en principe, il y a des possibilités d'exemption, de report. Oui. Alors, je ne me souviens plus de combien d'années maximum, mais il y a en tout cas une des raisons qui est valable. Il n'y a pas besoin de faire des faux certificats ou quoi. Ça peut être simplement la contribution à l'image de la nation à l'étranger ou ce genre de choses. Parce que c'est vrai, ça participe au soft power de la Corée du Sud. Donc, ils ont aussi vraiment une contribution, on va dire, nationale. Et donc, il y a un débat pour dire... pourquoi pas étendre cette exemption et accorder une exemption totale aux membres des groupes comme BTS ou qui sont vraiment ultra célèbres et qui ont vraiment une carrière incroyable pour leur permettre juste de continuer. Et ça, c'est vrai que c'est aussi 2 ans. C'est plus 2 ans à Taïwan, mais c'est 2 ans en Corée du Sud. Donc, et j'ai l'impression en Corée, c'est encore plus difficile dans le sens où la notion du patriotisme est vraiment très développée. Le fait d'effectuer ou non un service militaire, c'est tout de suite associé au patriotisme. Alors qu'à Taïwan, on n'a pas encore... il y a moins de pression dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est une injustice aussi, parce qu'il n'y a que les hommes qui sont concernés par cette question-là. Tout à fait. Et les femmes qui sont dans les groupes de K-pop, elles n'ont pas à se soucier de... elles ont d'autres problèmes dans leur carrière, mais c'est vrai que c'est une inégalité aussi. Tout à fait. Voilà, du coup... Je connaissais un peu le même problème pour les athlètes. En Corée du Sud, ils avaient aussi ça. Effectivement. À partir du moment où ils gagnent des compétitions, etc., et même dans des choses un peu moins officielles comme le breakdance ou des choses comme ça, j'avais des amis qui étaient b-boy et qui pouvaient un peu repousser la date du service militaire, mais ils pouvaient faire ça pendant 2-3 ans. Mais à Taïwan, il n'y avait pas... si on gagne une médaille olympique, on ne peut pas aussi obtenir un report du service militaire je sais plus. Pour les athlètes.
Je sais plus, mais en tout cas, je pense que pour les athlètes, c'est différent dans le sens où ils risquent vraiment de se blesser et du coup, la carrière risque de finir. Donc, je pense que pour les athlètes, c'est encore plus délicat en fait. Je pense que c'est un dossier que le gouvernement doit prendre à part en fait, quant à leur service militaire. En tout cas, ces personnes sont accusées pour violation donc de droit de la loi sur le service militaire, mais aussi du code pénal pour la falsification des documents et aussi pour avoir trompé les fonctionnaires dans le bon fonctionnement de leur travail. Du coup, tout cela peut avoir un retour assez lourd, tout en plus qu'ils doivent rattraper leur service militaire s'ils n'ont pas encore 36 ans. Voilà. Donc, personne n'est gagnant, en fait. Mais bon, en même temps, si leur carrière est déjà bien lancée, ils ont peut-être... c'est peut-être moins... Oui, mais bon. Les conséquences sont peut-être moindres déjà pour eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est pour le service militaire. Maintenant, on va passer au tracteur. Voilà, au tracteur. Alors oui, donc on va parler un peu de technologie, pas vraiment... je vais pas aller dans les détails de la technique, mais on va peut-être rappeler quand même que c'est l'un des derniers véhicules qui n'a pas encore succombé à l'électrique, dans le monde commercial en tout cas. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce projet de literie aussi, parce que c'est un projet de Literie Sud qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est en collaboration avec une université à Kaohsiung pour développer ce produit dont tous les composants, ou presque, sont fabriqués à Taïwan, donc en totale autonomie. Alors avant de parler de ça, je vais quand même parler un peu du marché mondial des tracteurs électriques en fait, parce que il y a quelques marques qui se sont mis au tracteur électrique, mais on est quand même sur des choses qui sont très peu vendues, notamment par exemple aux États-Unis. Vous savez que depuis début 2022, combien de tracteurs électriques ont été vendus? Non, mais aucune idée. 1000 60 en 2 ans. D'accord. Donc c'est très peu. Pour vous dire. C'est niche quand même. C'est très niche. Alors ça pourrait ne pas être niche s'il y avait une vraie proposition, que ça consommerait moins. Parce que ça reste etc. cher, c'est ça? Ça reste très cher. Alors je vais vous dire un peu quels sont les freins en fait au développement. C'est qu'en fait les tracteurs électriques demandent des énormes stations de recharge. Des choses très particulières, avec des batteries spéciales, etc. C'est comme pour les bus, en fait, non? Et ça serait le même genre de système, sachant qu'il faut aussi des systèmes électriques un peu particuliers, parce que il faut une traction particulière. Ça demande une puissance particulière pour pouvoir faire tout le travail des champs. Et donc, c'est aussi un des problèmes des tracteurs. C'est comme on ne fabrique pas une Ferrari électrique. Voilà. Quoi qu'il y a des voitures il y a déjà des supercars électriques qui sont très performantes, mais bon, c'est un autre sujet. Il y a aussi un autre problème, c'est que en fait, ça coûte très cher parce que ce sont des moteurs spéciaux, encore de très haute pointe, pour quelque chose qui est un travail un peu simple et qui n'a pas autant de rendement en termes d'efficacité. Donc, pour l'instant, on est encore sur des tracteurs qui sont pas commercialement viables. C'est pour ça que très peu de gens en achètent, sauf des gens qui ont des énormes propriétés et qui voudraient se mettre à l'électrique pour juste pas avoir autant de pétrole à consommer ou ce genre de choses, et qui seraient dans un endroit où l'électricité est pas chère. Il faut plein de conditions pour que... Ouais, si c'était à Taïwan, ce seraient les coopératives agricoles qui en achètent et qui louent en fait aux agriculteurs qui en ont besoin. Donc, ce ne serait pas au particulier. Oui, parce que c'est même pas quelque chose dont on se sert tous les jours. Tous les jours, voilà. Voilà, en plus, comme j'ai dit, il faut des énormes stations, il faut les installer, etc. Et en plus, souvent, le réseau électrique autour des champs n'est pas forcément adapté. Donc, c'est aussi une des limitations. Ensuite, il y a un problème d'autonomie. Donc, le mec, il vient de finir 2 heures de champ. Ça consomme tellement d'électricité et d'énergie qu'il a fait à peine la moitié de son champ, qu'il doit aller recharger pendant 3 heures son tracteur. C'est pas très idéal quand même comme système. Et un problème de batterie. Il n'y a que 2 heures d'autonomie? Non, je dis, c'est un exemple. Mais c'est plus ou moins ça. Okay. Une question de batterie aussi. Voilà. Ouais, 2 heures, c'est pas beaucoup. Hein. Non. Voilà. Et donc... il existe donc des technologies alternatives. Les moteurs hybrides sont beaucoup plus convoités et fonctionnent mieux en fait. Et donc c'est pour ça aussi que les tracteurs, pour l'instant, donc ça marche pas très bien. Cependant, donc à Taïwan, on a ces tracteurs électriques. Alors ce sont des petits modèles. On est en fait à mi-chemin entre les tracteurs et ce qu'on appelle les motoculteurs en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les motoculteurs. Ouais. Ce sont les machines qui retournent la terre. D'accord. Okay. Qu'on utilise plus ou moins en France, plus pour du jardinage. Eh bien,
Là, en l'occurrence, les tracteurs, ce sont des petits modèles qui ont une puissance équivalente à un gros scooter, quoi. Oui. Donc, Ça a du sens dans le sens où les parcelles sont beaucoup plus petites à Taïwan, en fait. voilà. Et donc, et puis en plus, il y a aussi tout le problème des champs qui sont en montagne, de l'agriculture en montagne, etc. Et puis il y en a aussi beaucoup. Il y a aussi une spécificité un peu particulière parce qu'il y en a qui doivent fonctionner dans la rizière, donc ça a une particularité aussi. Et à Taïwan, donc, ce sont ces petits tracteurs qui sont beaucoup utilisés et qui fonctionnent actuellement au diesel. Donc il reste aujourd'hui l'équipement le plus répandu à Taïwan pour l'aménagement des terres agricoles et il devient désormais une priorité de transformation dans le cadre des politiques de transition vers une agriculture intelligente, électrique et à faible émission carbone. C'est une des politiques instaurées aussi par l'administration depuis quelques années nationale. Ça fait partie de la décarbonation à Taïwan des industries et donc de l'industrie agricole. Donc c'est le soutien du ministère de l'Agriculture qui a lancé ce plan et qui s'était associé donc au centre de recherche agricole de Kaohsiung pour développer le tout premier mini tracteur électrique 100% taïwanais. C'est le fruit donc d'une collaboration interdisciplinaire et cette innovation a récemment fait l'objet d'un transfert de technologie vers un grand fabricant taïwanais qui s'appelle Gulin. Oui. Et ça a ouvert la voie à une production nationale accélérée des machines agricoles électriques pour pouvoir mettre en place cette machine. On pourra peut-être mettre la photo pour nos auditeurs pour qu'ils voient à peu près à quoi ça ressemble, parce que au final c'est quand même assez intéressant parce que ça offre peut-être une alternative électrique. Avec une basse consommation et quand même ce qu'il y a d'avantageux à Taïwan, c'est que au contraire des autres problèmes qu'on vient de citer dans le monde de l'agricole, c'est qu'on a quand même tous les réseaux de recharge de batterie grâce au Gogoro. Et au final, en fait, ce tracteur électrique pourrait utiliser le même système pour pouvoir s'alimenter en fait en batterie. Les stations de Gogoro sont pas généralement en campagne. En fait, le réseau Gogoro à Taïwan est partout. Vraiment. Il n'y a pas une station à moins de 30 km d'une autre. D'accord. Sur tout le réseau taïwanais. Ouais. Okay. C'est une des particularités. Oui, mais est-ce qu'il y a en montagne ou dans des zones reculées? À 30 km. C'est l'engagement Gogoro. Ils ont une map, on peut la vérifier. C'est vraiment 30 km. Si vous venez de recharger votre scooter, vous devez trouver une station à 30 km de la station où vous avez rechargé, même dans la campagne. Et du coup, ça veut dire qu'avec une station pour un scooter, ça suffit pour alimenter un tracteur. Parce que là, encore une fois... Là c'est le projet actuellement, c'est encore des prototypes, même s'ils sont en production au niveau de Guli. Les systèmes actuels sont avec des batteries normales, mais le but pourrait d'adapter la technologie Gogoro en fait, à ces tracteurs-là. D'accord. Difficilement imaginable dans le sens où j'imagine que c'est pas un marché très très grand. Ce qui fait qu'une entreprise privée qui va investir beaucoup dans ce domaine, c'est assez étonnant, à moins qu'on ait un marché à l'exportation, je pense. Ou peut-être qu'il y a des mesures qui vont être prises par le gouvernement à moyen terme pour empêcher les tracteurs diesel d'être utilisés. Mais c'est vrai que là dans l'innovation, en tout cas, le but, c'est d'avoir quand même un tracteur 100% électrique qui fonctionne et qui peut être directement alimenté par un système d'électricité sans avoir forcément de station de rechargement à côté, quoi. Il faut espérer que ça peut arriver sur le marché assez rapidement, en fait. On verra comment c'est mis en place en réalité. Oui. Voilà, je crois qu'on doit conclure On en parle à Taïwan de cette semaine, présentée par Meg Wang, Valentin Floquet, Elisa Dufaux. Merci de votre écoute et à bientôt. Bye bye.